Course au leadership mondial, la nouvelle donne. Bonjour Patrick Artus. Bonjour Adrien. Vous êtes chef économiste de Natixis et au printemps de l'économie du 24 au 27 mars à Paris, vous participez à cette table ronde Course au leadership mondial, la nouvelle donne. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment analysez-vous ce conflit entre les États-Unis et la Chine? Je pense qu'il y a un conflit assez clair, d'ailleurs comme dans tout le géopolitique, au sens plus large, entre l'efficacité économique et la volonté de leadership et de domination. On avait, depuis les années 90, une relation Chine-États-Unis qui était extrêmement efficace. Alors, les économistes avaient décidé d'appeler ça Bretton Woods numéro 2, qui était une situation où les États-Unis prêtaient aux Chinois, les Chinois prêtaient aux États-Unis, et les États-Unis pouvaient de ce fait avoir un déficit extérieur vis-à-vis des Chinois qui était refinancé par l'achat de titres du Trésor américain par la Chine. Et ceci conduisait à une situation où, d'une part, les Américains pouvaient consommer davantage, puisqu'ils avaient la capacité d'acheter davantage de produits chinois pas chers, puisque ce déficit extérieur était refinancé par la Chine, et où les Chinois produisaient davantage, puisqu'ils servaient le marché américain, et accumulaient, dans leur réserve de change, une montagne de dettes du Trésor des États-Unis. C'était assez mutuellement favorable, mais évidemment la conséquence de ce modèle, si elle faisait de la croissance et du pouvoir d'achat des deux côtés, était qu'il y avait progressivement un transfert en Chine d'un nombre croissant de production. Et tant que ça a concerné les jouets, le textile et des pièces de voiture, personne n'a protesté. Quand ça a commencé à concerner l'électronique, les télécoms, l'aérospatial, etc., les Américains se sont dit « Oula !» ce modèle transfère des morceaux des industries stratégiques en Chine, et donc il faut arrêter. Donc ça a été le vrai tournant. Voilà. Et donc il y a une rupture de ce modèle, on peut dater de 2014, quand on regarde les chiffres, la rupture de ce modèle. À partir de 2014, et ça date d'avant Trump, une volonté des États-Unis de réduire leur dépendance vis-à-vis des productions chinoises, et la Chine arrête d'acheter de la dette extérieure des États-Unis. Et donc, on voit bien que c'est un modèle, en fait, sur le partage des productions stratégiques. C'est un conflit, sur le partage des productions stratégiques. Et le problème, c'est pas de déboucler financièrement l'équation dette d'un côté. Là, il n'y avait aucun problème. Les Chinois étaient ravis d'accumuler de la dette du Trésor, puisque c'était un investissement sans risque de leur excès d'épargne dans un pays où il y a trop d'épargne par rapport à la capacité d'absorption des marchés financiers du pays. Et les Américains avaient accès à une quantité énorme de produits chinois qui étaient financés à des taux d'intérêt extrêmement bas par les achats de dettes publiques par la Chine. Donc ce modèle marchait très bien. C'est pas du tout le modèle qui a capoté pour des raisons de déséquilibre financier. C'est le modèle à capoter pour des raisons de volonté américaine de limiter l'augmentation de la dépendance des États-Unis vis-à-vis des produits technologiques fabriqués en Chine. Donc c'est bien un problème de leadership. Et de façon douce sous Obama, et puis de façon agressive à partir de Trump. Oui, mais c'est déjà bien avant Trump qu'il y a des limitations sur tous les produits, tout ce qui est considéré comme stratégique, donc pour l'espace, pour l'armée, pour les... Voilà. Le conflit Huawei, il aurait pu avoir lieu sous Obama probablement. Donc, voilà. Et donc, c'est un exemple d'ailleurs assez général de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire qu'on a un retour à des crises de type géopolitique, géostratégique, ceci est un exemple, qui sont nuisibles à la croissance mondiale. Parce que la logique économique voudrait qu'on se comporte autrement. Je prends un exemple qui n'a aucun rapport, mais quand il y a un conflit entre les pays du Moyen-Orient, c'est totalement hostile à leur intérêt, qui est de fabriquer un cartel pour la vente des matières premières et du pétrole au reste du monde. Donc aujourd'hui, on voit que la volonté d'autonomie technologique et de puissance, elle conduit à des choix politiques qui sont nuisibles à l'économie mondiale. Alors il y a aussi la question de l'Europe. Vous soulignez que maintenant, c'est l'Europe qui finance les déficits américains. Comment ça va se passer, du coup, entre l'Europe et les États-Unis? Ce qui est assez intéressant, c'est que l'Europe, le couple États-Unis-Europe est exactement dans la situation du couple États-Unis-Chine avant 2014. Donc c'est l'Europe qui achète la dette du Trésor des États-Unis. La détention de dette du Trésor des États-Unis par la zone euro est passée au-dessus de celle de la Chine. Parce qu'elle monte et celle de la Chine baisse un peu. Et puis les États-Unis ont un énorme déficit extérieur vis-à-vis de l'Europe et commencent à protester. Alors, on n'est peut-être pas en Europe dans un conflit de nature technologique, c'est-à-dire que
Quand on regarde ce qui fait l'excédent européen sur les États-Unis, c'est par exemple des voitures, c'est du luxe, c'est pas forcément, c'est de l'agroalimentaire, c'est pas forcément des produits de technologie. Donc c'est peut-être un peu d'une nature différente. C'est assez difficile de dire qu'il y a un conflit de leadership entre les États-Unis et l'Europe, quoi. Mais on voit que probablement là, pour une raison idéologique bête, c'est que Donald Trump ne veut pas de déficit extérieur. Il va sans doute aussi essayer, s'il est réélu, dans un second mandat, de casser cette relation Europe-États-Unis, qui, comme la précédente, est extrêmement favorable aux deux parties, puisque les États-Unis consomment des produits européens, mais c'est les Européens qui financent, en achetant de la dette du Trésor des États-Unis, et les Européens vendent aux Américains. Alors, ce modèle peut casser aussi pour une autre raison, qui est qu'à l'intérieur de l'Europe, c'est essentiellement l'Allemagne qui est le financier des États-Unis, et tout ce que l'Allemagne prête aux États-Unis, l'Allemagne ne le prête pas aux autres pays européens. Donc, si du point de vue global, ça peut être considéré comme favorable, du point de vue strictement de la zone euro, c'est un arrangement qui n'est pas très favorable. Donc, peut-être que une avancée institutionnelle dans la zone euro aussi pourrait casser ce modèle. Merci beaucoup Patrick Artus et on en reparlera donc au printemps de l'économie 2020.